Aujourd'hui, dans ce podcast de Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on s'attaque à un sujet vraiment complexe et super important pour plein de familles. Ah oui, absolument. C'est un vrai défi au quotidien. Exactement. On va parler de la co-occurrence ou la comorbidité entre le trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA, et le TDAH. Et c'est une réalité clinique qu'on ne peut plus du tout ignorer aujourd'hui. Bah oui, c'est clair. Et pour cette exploration en profondeur, on s'appuie sur des données très récentes. On a les travaux de Petruccelli et ses collègues de 2026 publiés dans l'Expert Review of Neurotherapeutics. Tout à fait. Il y a aussi la grande analyse de l'équipe de De Domenico dans le Journal of Clinical Medicine en 2025. Sans oublier, bien sûr, l'étude incontournable de Rossello de 2022, parue dans la revue Autisme. D'accord, décortiquons tout cela. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ce double diagnostic modifie le quotidien des jeunes. Ouais, et surtout ce que ça implique concrètement pour la stratégie thérapeutique, que ce soit avec ou sans médicaments. Parce que, historiquement, c'est fou, mais le corps médical disait que c'était tout bonnement impossible d'avoir les deux en même temps, non? Oui, c'était une règle stricte, presque gravée dans le marbre. Avant le DSM-5 en 2013, les manuels de psychiatrie interdisaient formellement de poser les deux diagnostics conjointement. Mais c'est dingue, l'un excluait l'autre en fait. Exactement. On partait du principe que si un enfant autiste était agité ou inattentif, c'était juste des dommages collatéraux de l'autisme. Sauf qu'aujourd'hui, les données nous disent qu'entre 25 et 40% de ces enfants présentent bel et bien les deux troubles. C'est énorme. Cette bascule historique a été un soulagement pour les familles, mais ça a aussi ouvert la porte à un véritable labyrinthe thérapeutique. Et justement, pour sortir de ce labyrinthe, il faut comprendre le profil clinique. C'est pas juste une simple addition des symptômes, si j'ai bien lu les travaux de Rossello. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste faire la somme des symptômes A d'un côté et des symptômes B de l'autre. Ça génère ce qu'on appelle un nouveau phénotype clinique. Un phénotype, donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément jargon, c'est un peu l'expression concrète de la biologie dans le comportement de tous les jours, c'est ça. C'est une excellente définition. C'est le plan de construction qui se réalise sur le terrain. Et ce plan-là, avec la comorbidité, il est unique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Eh bien, prenons les fonctions exécutives. L'étude de Cesso a utilisé un questionnaire très détaillé, le Brief 2, pour mesurer ça. Ouais, la tour de contrôle du cerveau, en gros. La mémoire de travail, l'inhibition. Voilà. Et les résultats montrent des atteintes beaucoup plus sévères chez ces jeunes à double diagnostic. La recherche fait d'ailleurs une différence très nette entre les fonctions froides et les fonctions chaudes. Ah, d'accord. Froide, c'est l'organisation pure? Exactement. Préparer son sac, mémoriser une leçon. Mais les fonctions chaudes, elles, concernent la régulation émotionnelle. Et là, ça explose. Complètement. La synergie entre le TSA et le TDAH crée une dérégulation massive. Face à l'imprévu, le système nerveux s'emballe très vite. J'imagine la scène le matin, il faut s'habiller, se souvenir de son sac et accepter que la boîte de céréales habituelle est vide. Pour ces enfants, c'est l'Everest. Absolument. Et ça a un coût social terrible. On observe beaucoup de comportements d'intériorisation, comme une anxiété sourde, ou d'extériorisation, comme des grosses crises de colère. Pour bien visualiser ça, j'aimerais proposer une analogie. Imaginez que le cerveau, c'est un ordinateur. D'accord, je vous écoute. Avoir un TDAH, c'est un peu comme un système d'exploitation qui ouvre plein de fenêtres tout le temps, qui réclame sans cesse des nouveautés. Ouais, une recherche constante de stimuli. Et le TSA, c'est un système qui, au contraire, exige qu'un seul programme prévisible tourne en arrière-plan sans la moindre perturbation. Ah oui, je vois très bien. Du coup, si vous forcez ces deux systèmes à tourner en même temps, ça crée pas juste deux petits blocs séparés, ils luttent pour la même mémoire vive. Et toute la machine finit par surchauffer. C'est une super image. Ça illustre parfaitement la notion de charge cognitive. Ouais, c'est épuisant pour eux. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point ça complique l'évaluation clinique. Il faut absolument différencier un simple chevauchement de symptômes d'une véritable comorbidité diagnostique. C'est un point super important, parce que si je suis parent ou prof et que je vois un enfant autiste complètement déconnecté en classe, qui regarde par la fenêtre, Vous allez penser au déficit d'attention. bah oui, c'est la déduction logique. Sauf que, dans ce profil hybride, cet enfant n'est peut-être pas du tout en déficit d'attention au sens du TDAH. Il pourrait juste subir le bruit des néons de la classe. Voilà, une surcharge sensorielle sévère, ou alors il est intensément plongé dans un intérêt spécifique intérieur. Le comportement extérieur est le même, il n'écoute pas, mais la cause est totalement différente.
Et si on se trompe de cause, on se trompe de solution. Exactement. C'est pour ça que Petruzzelli insiste sur une évaluation neuropsychologique ultra fine, qui croise les regards de l'école, de la maison et du médecin. Donc ça nous amène naturellement aux solutions. Si la machine surchauffe, la première ligne d'intervention, c'est l'environnement direct. La maison, l'école. Tout à fait. Les interventions psychosociales sont le socle absolu. Mais là encore, on se heurte à un mur. Parce que les approches classiques ne sont pas adaptées. Eh bien, les thérapies pour l'autisme et celles pour le TDAH ont grandi dans des mondes parallèles. Ah, je vois. L'entraînement pour le TDAH, c'est beaucoup sur le comportement, freiner l'impulsivité avec des récompenses non profées. Oui, la contingence comportementale. Alors que l'éducation parentale pour le TSA vise plutôt à construire des compétences, comme la communication sociale ou l'adaptation sensorielle. Donc le défi, en fait, c'est de faire un mix des deux. Exactement. Il faut hybrider ces programmes. Prenez le fameux système d'économie de jetons à l'école. L'enfant gagne une étoile s'il reste concentré et il a une récompense à la fin. Pour un TDAH seul, c'est génial. Mais pour notre profil hybride, si la récompense est trop forte sensoriellement, ou si la règle change un tout petit peu, Tout s'effondre. Ça génère de l'anxiété au lieu de motiver. c'est ça. Donc, les plans d'éducation individualisés doivent être faits sur mesure, et la revue de Domenico de 2025 parle même de nouveaux outils très prometteurs. Ah bon? Quel genre d'outil? Des plateformes numériques et même la réalité virtuelle pour l'entraînement cognitif. Oh waouh! De la réalité virtuelle pour s'entraîner? Oui, ça permet à l'enfant de s'exercer à la régulation émotionnelle dans un environnement social simulé et sécurisé, loin du chaos de la vraie cour de récréation. C'est génial comme idée. Mais j'ai quand même une grosse objection qui me vient. Allez-y. Si on doit hybrider tous les programmes, gérer des jetons modifiés, adapter la maison, utiliser la réalité virtuelle, on risque pas de demander aux parents de devenir des thérapeutes surspécialisés? C'est la recette pour un burn-out parental, ça? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, votre crainte est totalement justifiée. Les études le montrent bien, le niveau de stress dans ces familles explose. Bah oui, c'est une charge mentale énorme. Mais le but des experts comme Petruzzelli, ce n'est absolument pas de transformer la maison en clinique psychiatrique. L'approche doit se faire par étapes. Et c'est quoi la première étape, du coup? La psychoéducation. Donner le mode d'emploi du cerveau de leur enfant. Ah, donc juste comprendre que si l'enfant refuse de s'habiller, c'est pas un caprice. Voilà. C'est peut-être un déficit exécutif lié au TDAH combiné à une hypersensibilité tactile liée au TSA. Comprendre ça, ça réduit énormément la culpabilité des parents. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, la Fondation Pôle Autisme a été créée par des familles, pour des familles. Mais soyons réalistes un instant. Parfois, même avec le meilleur environnement, la souffrance est juste trop forte. Oui, quand l'inattention ou l'hyperactivité entrave tout développement, la question des médicaments se pose. Et j'imagine que la comorbidité complique tout, là aussi. Considérablement. Les psychostimulants, comme le méthylphénidate, restent la première ligne de traitement, selon De Domenico et Petruzzelli. Mais il y a un chiffre qui m'a fait bondir en lisant les études. Une vraie douche froide. Vous parlez du taux de réponse, hein? Oui, l'efficacité baisse énormément. On est à 50 ou 60% de réponses positives chez ces jeunes, contre 70 à 90% pour un TDAH seul. C'est une baisse vertigineuse, et le pire, c'est que les effets secondaires explosent. C'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan biologique. J'aimerais reprendre mon analogie, mais côté médical cette fois. Je vous écoute, j'ai hâte de voir ça. Traiter un TDAH isolé avec un stimulant, c'est comme régler le volume sur une chaîne Hi-Fi de bonne qualité. Le médicament augmente la dopamine. Oui, ça clarifie le signal, l'enfant se concentre. Mais si on ajoute le TSA, c'est comme tourner le volume sur une vieille radio ultra sensible. Le cerveau autistique a déjà des différences de traitement sensoriel. C'est une image très parlante. Du coup, si on augmente la dopamine de façon globale, on risque de saturer violemment les canaux sensoriels. Un petit bruit de fond devient un vacarme assourdissant. Et voilà. C'est exactement ce qui explique l'irritabilité brutale, les insomnies ou le besoin de faire des stéréotypies pour essayer de se calmer. Le modèle pharmacologique classique s'effondre. Mais du coup, on fait quoi? On les laisse sans rien? Non, il y a des alternatives comme l'atomoxétine. C'est une molécule non stimulante qui offre de bons résultats pour réduire l'hyperactivité. Mais attendez, je me permets de vous couper. Si les psychostimulants, c'est la Rolls-Royce du TDAH, passer à l'atomoxétine, c'est pas un peu faire un pas en arrière? C'est pas un traitement au rabais pour éviter les effets secondaires? Cela soulève une question importante, et cette frustration des parents est totalement légitime. Mais
Il ne faut pas le voir comme un sous-traitement. Ah bon? Non. En médecine personnalisée, le meilleur médicament, ce n'est pas celui qui a le meilleur score sur le papier, c'est celui qui s'adapte au patient. Donc, si l'enfant a beaucoup d'anxiété ou des tics très fréquents dans ce profil hybride, c'est plus pertinent. Exactement. Et quel que soit le choix, la règle d'or internationale, c'est le principe du start low and go slow. On commence à des toutes petites doses et on augmente millimètre par millimètre. On ne tourne pas le bouton de la rado d'un seul coup. Voilà, avec une surveillance d'orfèvre en collaboration totale avec la famille. Bon, pour résumer tout ça pour les familles qui nous écoutent, ce que ces données nous montrent, c'est un vrai changement de perspective. Traiter le TDAH chez un enfant autiste, c'est pas une fin en soi. Non, le but n'est pas juste d'avoir un enfant calme. C'est vraiment une clé thérapeutique. En apaisant l'hyperactivité, on rend l'enfant disponible pour les autres thérapies, comme la communication sociale, non? C'est la synthèse parfaite. On lève le brouillard attentionnel. Mais il faut garder des attentes réalistes. Aucun traitement n'est magique. Il faut beaucoup de patience. Le grand message, c'est vraiment l'approche multimodale. Aménagement, soutien déculpabilisant et médecine ultra personnalisée. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Un accompagnement sur mesure, vraiment. Et d'ailleurs, pour prolonger la réflexion, au-delà des études d'aujourd'hui, je me posais une question. Vu la vitesse à laquelle évoluent les technologies portables, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour utiliser des montres biométriques pour ces enfants? Des montres pour mesurer le stress? Ouais, la variabilité cardiaque ou la tension, en temps réel. Ça pourrait remplacer les questionnaires standards et ajuster la thérapie heure par heure selon la biologie de chaque enfant. Ce serait une avancée majeure pour la médecine de demain, c'est sûr. Eh bien, on garde l'œil ouvert là-dessus. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous, à bientôt.